Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le 21 août 2019 et j'ai le plaisir de recevoir pour cet entretien un adhérent venu de l'autre bout du monde, venu de 12 000 kilomètres, qui est le professeur Ogino Fumitaka, de nationalité japonaise. Il me plaît de recevoir ici avec tous les honneurs le professeur Ogino, qui est professeur émérite à l'Université normale de Tokyo, et qui a donné des cours de civilisation française, des cours de français, des cours également sur les questions européennes. Le professeur Ogino a adhéré à l'UPR en 2017. Il va nous expliquer pourquoi. Alors, dans les années 80, j'ai vécu à Paris pendant 7-8 ans. Et quand je suis venu en France pour la première fois, c'était en 78. Alors ça fait déjà 40 ans, et donc comme ça, ça fait 40 ans que je fréquente la France. Et ce que je constate, c'est que la France a changé énormément, pas forcément bien, et ainsi que le Japon. C'est justement pour ça que c'est dans cet esprit que quand j'ai cherché un peu ce qui s'est passé en France à l'approche des élections présidentielles 2017, je suis tombé sur un soir sur une vidéo de M. Asselineau, justement, et qui m'a attiré tout de suite l'attention. Et puis j'ai continué de regarder d'autres vidéos de la même sorte. Alors comme ça. Vous étiez à Tokyo sur votre ordinateur et vous avez vu les vidéos de l'UPR. Tout à fait, tout à fait. Parce que tous les autres candidats étaient quand même assez mous et qui maintenaient simplement la ligne traditionnelle de l'époque, même aujourd'hui peut-être, pour dire qu'il faut changer l'Union européenne et l'euro, c'est pour le développement de l'économie, etc., etc. Mais c'est un discours auquel j'étais bien habitué depuis 30 ans. Par exemple, dans les années 90, j'ai suivi un peu ce qui s'est passé autour de Pierre Bourdieu, etc., etc. Alors lui, il n'a pas arrêté de dire qu'il faut que l'Union européenne soit une union sociale. Mais depuis, ce qui s'est passé, c'est exactement le contraire de ce qu'il voulait voir. Et c'est dans cette époque-là que je suis tombé sur M. Asselineau. Et comme ça, effectivement, j'ai approfondi mes recherches sur vous. Alors donc, à travers mes études sur Zola, je me suis intéressé de plus en plus aux dimensions sociales et politiques de l'écrivain. Et comme ça, je me suis réveillé sur un certain nombre d'événements qui ont marqué l'histoire de France. Et d'où un peu mon intérêt personnel et professionnel sur le mouvement social et politique de la France. Est-ce qu'il y a toujours cette attirance pour la culture française ou est-ce que c'est en déclin C'est-à-dire, malheureusement, il y a de moins en moins d'auteurs ou bien de philosophes qui intéressent les Japonais. Mmh. Et sur un autre plan, effectivement, il y a de moins en moins d'étudiants qui choisissent le français comme deuxième langue étrangère à l'université. Ils prennent quoi alors en deuxième langue? Le chinois, principalement, oui. Donc en 1, ils prennent l'anglais, oui. Et en 2, le chinois. Le chinois, voilà. Mm-hmm. Mais en ce moment, ce qui se passe entre la Chine et le Japon, effectivement, ça corse un petit peu la situation. Mm-hmm. Mais comme tendance générale, on peut dire que c'est le chinois qui a remplacé la place du français. Ce n'est pas un constat très agréable à entendre, mais malheureusement, c'est un constat qui nous vient d'un petit peu partout. Lorsque me déplace, j'étais allé au Liban l'année dernière, on m'expliquait la langue anglaise gagnait sans cesse du terrain, elle en gagne au Maroc, elle en gagne partout, c'est normal, puisque la langue française ne défend plus. La France ne défend même plus la langue française et au contraire, dans des établissements comme Sciences Po par exemple à Paris, eh bien il y a des années entières qui sont de l'enseignement est obligatoirement en anglais sur toutes les matières, ce qui est absolument scandaleux et contraire à la Constitution. Oui, ça c'est un problème qu'on connaît bien en France, dont j'ai parlé souvent, c'est un peu la théorie keynésienne. C'est-à-dire que lorsqu'une économie est atone, ne croit pas beaucoup, si on prétend réduire le déficit budgétaire en augmentant la taxation et en diminuant les dépenses de l'État, ça paraît logique. Parce que les gens pensent à ce qu'est un ménage. Si un ménage dépense plus qu'il ne gagne, il est en déficit. Et donc, si un ménage de salariés diminue ses dépenses, eh bien, il va revenir dans le vert, il va revenir en excédent. Ça, c'est ce que les gens pensent.
Sauf que ça marche pas comme ça pour un État. Parce que quand je prends un exemple de ménage de salariés, le mari et la femme, leur salaire ne dépend pas de leurs dépenses. C'est-à-dire qu'ils ont un salaire fixe et puis après ils font les dépenses. Le problème pour un État, c'est que les recettes dépendent justement du bien-être, enfin de la tenue de l'économie et notamment des dépenses budgétaires. C'est-à-dire que si on augmente les impôts et que l'on diminue les dépenses publiques, eh bien, il va y avoir un effondrement de la consommation, un effondrement de l'activité, et donc par le phénomène que l'économiste anglais John Maynard Keynes avait découvert dans les années 1936 avec sa théorie de la monnaie, eh bien, en fait, on a des recettes qui diminuent encore plus rapidement que les coupes budgétaires. On est dans cette situation en France. Ça fait maintenant 20 ans qu'on essaye de rétablir l'équilibre budgétaire. On ne cesse que d'avoir une politique de rigueur. La consommation s'effondre et pourtant on est toujours en déficit budgétaire. C'est un petit peu le même système qu'au Japon. C'est-à-dire que la tonalité anti-américaine est celle qui existait depuis toujours. Depuis toujours. Mais simplement, depuis le gouvernement de Tanaka Kakue, qui a noué justement les relations diplomatiques avec la Chine, et il y a de plus en plus de politiques qui ont suivi justement la ligne de Tanaka Kakue. Donc afficher un peu comme anti-américain et en s'approchant justement de la Chine. Ça permet d'avoir quand même un certain soutien dans l'électorat japonais. Donc ça, c'est une caractéristique générale de l'électorat japonais, je crois. Donc on est un peu dans cette direction. Mais le problème, c'est qu'à mon avis, la situation internationale, la Chine, la Corée du Sud, la Corée du Nord, le Japon, est en train de changer énormément. Mais les hommes politiques sont un peu anesthésiés tout en restant justement sur la même ligne traditionnelle depuis le gouvernement Tanaka Kakue. Dans ce tour d'horizon, alors la France vue du Japon? Alors effectivement, quand on observe ce qui se passe en France, de loin, du Japon, on voit les grandes lignes. Mais la première chose que j'aimerais bien vous dire, c'est que la France, me semble-t-il, est en train de couler. C'est notamment, en tout cas à cause de l'euro. L'euro, ça ne marche pas pour l'économie française. Et puis l'Union européenne. Comme ça, la France a perdu sa souveraineté économique, politique et à la limite sociale. Et ça me fait vraiment mal au cœur, comme quelqu'un qui fréquente la France depuis 40 ans. Et la France a énormément changé, pas forcément bien. Donc, quand vous dites pas forcément en bien, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, ça veut dire en fait en mal, si vous le constatez. En mal, oui. Voilà. N'ayez pas la politesse japonaise, vous pouvez dire ce que vous pensez. Donc quand on observe comme ça de loin, je vois les grandes lignes. La France est en train de couler. Et ça, c'est un sentiment que les Japonais, plus généralement, ont de la France, qui est une puissance en plein déclin? Généralement, non, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent même pas compte. La France reste toujours comme un pays de culture extraordinaire, etc. Mais politiquement et économiquement, il n'y a que sans doute des experts qui se rendent compte de ce déclin. Et simplement, ce que j'aimerais bien insister, sur quoi j'aimerais bien insister, c'est que ce qui est frappant, c'est une similitude de situation entre la France et le Japon. À la limite, le Japon a perdu sa souveraineté monétaire, mais économique et politique. Et la France a perdu sa souveraineté déjà monétaire et économique et politique. Et donc, diplomatique, oui. Quasiment, et militaire. Oui. On est dans la même situation et dans un cadre de globalisation qui fonctionne depuis déjà 30 ans. Alors donc, il faut absolument faire quelque chose pour renverser la vapeur. J'aimerais bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui se rendent compte de cette situation et chercher une solution politique. Mais ce qui n'est pas évident. Parce qu'au Japon, les gens sont tellement formatés... Par les médias. Par les médias. Les médias sont complètement pour la politique d'austérité et pour l'augmentation de la TVA.
Et donc, on est complètement bloqué dans un certain sens. Comme en France, en fait. Oui, oui, oui. Mais en France, il y a une tradition de bouffée révolutionnaire, le mouvement des Gilets jaunes, qui est actuellement un petit peu retombé, mais qui ne demande qu'à redémarrer. On va voir ça cet automne. Est-ce qu'elle a un peu le même phénomène au Japon ou pas vraiment? Non, non, au Japon, c'est un pays quand même de discipline, donc on ne manifeste pas de cette façon. Mais simplement, le mal continue de s'aggraver. Et pour revenir sur les Gilets jaunes, enfin, je vois un peu ce qui se passe à travers des vidéos de YouTube, etc. Ce qui me frappe quand même le plus, c'est que les gens se révoltent, mais ils se trompent un peu d'objectif de critique. Ils critiquent justement des choses qui se déroulent devant leurs yeux, mais ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi telle chose se déroule comme ça. D'où ça vient? Ben, quand on voit de l'extérieur, de loin, on voit clairement que c'est l'Union européenne et l'euro. L'Union européenne, l'euro. Mais les politiques français, non, enfin, il n'y a pas beaucoup de partis politiques français qui justement cherchent sérieusement à faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. 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 C'est pareil, c'est la même chose pour le Japon. Il n'y a qu'un seul parti pour le moment qui s'appelle le Reiwa Shinsengumi, qui cherche justement à renverser la politique d'austérité et de l'augmentation de la TVA. C'est de ce point de vue-là que je trouve qu'on est en train de vivre pour le même destin, la même situation catastrophique. Alors, nous avons ici un Japonais, né au Japon, qui aime beaucoup la France, mais qui d'abord est avant tout japonais, et qui a adhéré à l'UPR. Comment se fait-il qu'un Japonais adhère à l'UPR et que tant de Français qui connaissent notre mouvement politique, qui approuvent notre mouvement politique, eh bien, n'adhèrent pas et au moment des élections disent bah non, finalement, j'ai pensé que vous n'y arriveriez pas, donc je suis allé voter pour des partis politiques avec lesquels je ne suis pas d'accord, du style le Front National ou la France Insoumise ou Debout la France ou je ne sais pas qui ou ELV qui ne propose pas de sortir de l'Union européenne ou le PCF. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas cette compréhension des choses que vous, depuis 12 000 kilomètres, vous avez eue? Ben, c'est-à-dire, je pense que c'est inscrit dans le prolongement de mes études françaises. En tout cas, la raison pour laquelle je me suis intéressé à la culture française, c'est que c'est une culture complètement différente, si on peut dire. D'un point de vue de l'analyse de la structure familiale d'Emmanuel Todd, vous savez, la famille souche représente justement des valeurs fondamentales qui s'opposent radicalement à celle de la structure nucléaire égalitaire qui couvre justement la partie nord de la France. Alors donc c'est une culture qui a été justement créée dans un contexte anthropologique et historique qui s'oppose, dont les valeurs s'opposent à celles du Japon, qui est marquée par la structure familiale souche. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la culture française, parce que c'est tellement différent. Et j'ai suivi des cours et des séminaires tout en étant à Paris. Donc, vous savez, chercher quelque chose, c'était quelque chose qui était fondamentalement inscrit dans mes études un peu françaises. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé j'ai eu une nouvelle découverte, si vous voulez, en tombant sur des vidéos de M. François Asselineau. Merci beaucoup pour cet entretien. Vous voyez que à l'UPR, nous avons des talents extraordinaires, des personnes venues de tous les horizons, y compris de tous les horizons du monde. Nous sommes très fiers de vous compter parmi nos adhérents.
professeur Oguino, entre deux cultures, donc comme je le disais, marié avec une Française qui est adhérente à l'UPR, avec un fils qui a la double nationalité franco-japonaise qui est adhérent aussi à l'UPR. Nous sommes très fiers d'avoir cette ouverture sur le monde. Et finalement, le message que nous transmet, je ne pense pas travestir vos propos, le message que nous transmet le professeur Oguino, c'est à la limite, un Français, qu'est-ce que vous attendez, quoi, hein, c'est ça, qu'est-ce que vous attendez pour renvoyer, balader l'Union européenne et l'euro, et pour vous ressaisir, il faut que nous soyons conformes à la France que vous avez connue et qui est la France que le monde entier attend, en fait. Effectivement, je souhaite vivement que la France retrouve la France telle qu'elle était avant, comme pays autonome, avec sa souveraineté politique, culturelle, économique. Et une vision du monde différente de celle des anglo-saxons. Tout à fait. Ouais. C'est une belle parole de Charles de Gaulle qui disait qu'il s'adressait à toutes celles et à tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Au revoir.